Retour de la paix. À l'est de la RDC, le front diplomatique est-il en train de donner les résultats escomptés? Que fait la femme de la VRP pour soutenir les victimes de l'agression rwandaise? Débat au féminin en parle ce samedi avec Madame Gisèle Bombélé, présidente de la Ligue des femmes à la VRP, Action des volontaires pour la relève patriotique. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13 h et dimanche en rediffusion après le journal de 19 h. Bienvenue dans ce nouveau numéro du débat au féminin, fidèle auditrice auditeur de Top Congo FM. Merci de choisir la fréquence utile et surtout merci de choisir le magazine de la femme sur votre radio. Nous sommes toujours dans ce mois dédié aux droits des femmes. C'est le mois de mars et nous allons recevoir une autre femme d'exception aujourd'hui. Elle est présidente de la Ligue des femmes de l'AVRP, le parti Action des volontaires pour la relève patriotique. Elle est également présidente de la fondation qui porte son nom. Elle est aussi initiatrice du forum des femmes de la Chopo. Madame Gisèle Bombélé, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour, merci. Nous allons avec vous parler actualité, mais également parler de la femme parce que c'est son mois. Il y a eu des activités organisées pour la femme, des activités auxquelles vous avez eu à participer, des activités que votre fondation a eu à organiser pour la femme. Nous allons également en parler. Mais déjà, dès l'entame, nous allons nous apaisantir sur l'actualité qui a marqué cette semaine. Il y a notamment cette rencontre entre Paul Kagame et le président de la République à Doha au Qatar. C'est une rencontre qui a surpris tout le monde. Et parmi les résolutions, nous avons tous entendu que les deux parties s'étaient mis d'accord sur un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Mais sur le terrain, on n'a pas vu ce cessez-le-feu parce que l'ennemi a continué à progresser. Que faut-il attendre finalement de cette diplomatie, cette bataille sur le front diplomatique qu'est en train de mener la République démocratique du Congo? On voit des sanctions qui arrivent, mais sur les terrains, malgré l'appel au cessez-le-feu, c'est comme si les rebelles ne l'entendent pas de cette oreille. D'accord. Merci, merci Mamie, merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Et avant que je ne puisse entamer cette question, je voudrais d'abord lancer un message à toutes les femmes qui sont dans des zones sous contrôle, à toutes ces femmes qui n'ont plus d'abri, à toutes ces femmes qui ont perdu des êtres chers, à tous nos vaillants FARDC, à tous nos vaillants Ouazalindo, pour dire que nous compatissons avec eux, nous sommes de cœur avec eux et que nous savons que nous traversons une situation qui est vraiment très critique pour notre pays, mais par votre micro, j'aimerais dire que nous compatissons avec eux. Et de par votre question sur la rencontre de Doha, c'est une rencontre qui était tenue secrète parce que nous étions habitués à des rencontres qui étaient dévoilées d'avance, mais c'était une rencontre secrète. Donc, de par la forme, elle était vraiment secrète. Mais il y a eu des résolutions qui ont été prises à Doha, celle de retrait immédiat des troupes, de cesser le feu. Mais nous sommes surpris que la guerre continue et que ces résolutions ne sont pas respectées par les camps adverses. Pourquoi ? Et nul n'ignore la politique du président Kagame. C'est une politique de ruse. C'est une politique dont je pense qui n'est pas un secret de polichinelle. C'est une politique de talk and fight, qui veut dire, entre-temps, nous sommes en train nous négocions. Mais les combats se poursuivent. Les combats se poursuivent. Et c'est juste pour qu'ils prennent
une ascendance par rapport à la République démocratique du Congo. Donc, nous savons sa politique, et c'est une politique de ruse, parce que Kagame, c'est un belliciste. C'est un homme qui aime la guerre. Vous voyez, il aime la guerre. Donc, d'autant plus qu'il peut dialoguer d'un côté, de l'autre, il sera toujours en train de vouloir verser le sang des Congolais. Mais c'est le énième appel au cessez-le-feu, c'est le énième appel au retrait des troupes rwandaises. Les Nations Unies ont appelé au cessez-le-feu, l'Union européenne a appelé au cessez-le-feu, les États-Unis, les Britanniques, c'est pratiquement chaque État, chaque organisation qui se prononce sur la situation à l'est du pays, qui insère ce cessez-le-feu dans le communiqué final, mais finalement sur le terrain, ce n'est pas ce que nous vivons. Est-ce que l'on peut dire que ce sont des communiqués ou des résolutions qui sont prises juste pour apaiser les Congolais qui sont vraiment tout feu, tout flamme sur le front diplomatique? Je ne pense pas, parce que y a eu 2 rendez-vous manqués de Luanda. Mais du coup, nous sommes surpris que Kagame s'est déplacé pour Doha. Pourquoi? Parce que de notre côté, du côté du gouvernement congolais, nous avons pu calmer les ardeurs de Kagame. Avant, il ne pouvait même pas arriver à participer au pourparlers. Mais pourquoi il est à Doha? Parce qu'il se sent petit à petit coincé par les retombées, par les communiqués officiels de toutes ces rencontres. Aujourd'hui, il est quelque peu coincé. Voilà. Donc, si vous dites que ces résolutions n'ont pas d'effet, mais je pense que ces résolutions ont d'effet immédiat sur le plan diplomatique. Voilà. On a vu le Rwanda décider de suspendre ses relations diplomatiques avec la Belgique et les diplomates rwandais être indésirables sur le territoire belge. Et est-ce que tout cela, comme vous êtes en train de le dire, et les sanctions qui ont été prises aussi par l'Union européenne contre des personnalités rwandaises, notamment des officiers de l'armée, mais également quelques cadres du M23 et une société rwandaise, c'est justement à cause de ces sanctions que le M23 a refusé de se rendre à Luanda pour négocier. Vous êtes en train de dire que sur le plan diplomatique, toutes les décisions, les sanctions sont en train de porter du fruit, mais le Congolais lambda ne voit pas ça de cet œil. Pour le Congolais lambda, c'est Bazoloba et Belé, Tozoyoka Bazoloba, mais le Congolais attend du concret, le Congolais attend que les troupes rwandaises se retirent. Pourquoi finalement les troupes rwandaises ne se retirent pas devant ces appels? Est-ce qu'il faut davantage mettre un peu plus de coercition dans les résolutions? Parce qu'on prend des résolutions, mais sans mesures coercitives. Nous sommes sans ignorer que la France, l'Union européenne, la France plutôt, était un allié du Rwanda. Mm-hmm. C'était un allié. Pourquoi aujourd'hui, par l'Union européenne, il y a des sanctions sur le Rwanda? Comme on dit toujours en politique, il n'y a pas d'amitié en politique, ce ne sont que les intérêts qui priment. Il y a un auteur qui a dit, nous savons comment est-ce que la guerre commence, mais nous ne savons pas comment elle se termine. De toutes les façons, la guerre, elle se termine toujours par le dialogue. Ces dialogues, que le Rwanda aujourd'hui puisse rompre
les relations diplomatiques avec la Belgique, parce qu'elle a donné, le Rwanda a donné la raison que nous avons de liens historiques avec la Belgique, et raison pour laquelle la Belgique aujourd'hui au fait, est accusée de pouvoir tirer le drap du côté de la République démocratique du Congo. Je pense que Ndembalobana Lingala, Sokinyo Kalinga Kufa, Azalaka Azobeta Mukilani Nasima. Tout ça, pourquoi le Rwanda il ne pouvait pas peut-être rompre les relations diplomatiques avec la Belgique avant que nous puissions avoir des sanctions. Donc, pour dire que les sanctions font effet. Donc, ce qui fait que le Rwanda commence maintenant à réagir. Avant, il ne réagissait pas. Il était toujours sur terrain en train de combattre. Voilà. Donc, pour vous, la voie diplomatique va nous sortir de cet épineux problème qu'est l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo, avec ce que nous voyons aujourd'hui, qu'on n'a peut-être pas vu depuis toutes ces années, cette sorte de déstabilisation du côté rwandais? Exactement. Le Rwanda aujourd'hui est déstabilisé. Et comme on le dit toujours, la paix n'a pas de prix. Autant de pourparlers que nous pouvons en avoir, que le président Félix Tshisekedi peut entamer, que notre ministre des Affaires étrangères peut entamer, notre objectif, c'est la paix et la paix durable. Donc, nous sommes sur terrain en train de combattre et je salue la bravoure de nos vaillants forces d'armée de la République démocratique du Congo. Je salue la bravoure de nos vaillants Wazalendo et je salue aussi toutes les initiatives diplomatiques pour la sortie de cette crise une fois pour toutes. Vous avez également vu certainement les évêques de l'ECC, de la SYNCO, qui sont en train de multiplier des rencontres avec plusieurs parties prenantes pour la résolution de ce conflit. Ils ont échangé avec le président français au courant de la semaine. Ils ont déjà eu à échanger avec le président rwandais. Ils ont vu les rebelles, ils ont vu le président de la République. Leur initiative semble ne pas faire l'unanimité. Qu'est-ce que vous pensez de l'action que sont en train de mener les évêques de l'Église du Christ au Congo et de l'Église catholique? Tous ces évêques, que ce soit de la SYNCO, que ce soit de l'Église catholique, ce sont des hommes de paix. Et les initiatives qu'ils entreprennent, c'est juste pour apporter la paix dans notre pays. Que ce soit par la voie diplomatique, que ce soit par un dialogue intercongolais, que ce soit par la voie des guerres, je pense qu'ils veulent juste la paix. Et ce sont des initiatives à saluer. Il y a également la CIME qui a annoncé également des initiatives avec d'autres confessions religieuses pour justement chercher à ce que la paix revienne. Vous ne pensez pas qu'on y va un peu de manière dispersée? Je ne pense pas, parce que ce soit vous, que ce soit moi, tous, si nous avons un plan qui peut aboutir à la paix, je pense que nous ne tarderons pas à le mettre sur table afin que nous puissions retrouver la paix. Et ce sont de leaders religieux, ils ne doivent que prôner la paix. Ils ne doivent pas prôner la guerre, parce que la guerre, nous savons, les conséquences de la guerre, c'est la déstabilisation, c'est les violences, la guerre n'est pas à souhaiter pour plus d'un.
sauf la partie adverse. Mais dans notre camp, que ce soit le leader religieux, que ce soit le gouvernement de la République, que ce soit la population congolaise, nous prenons la paix et rien que la paix. Vous avez tantôt parlé des négociations des Luanda qui devaient commencer le 18, qui malheureusement n'ont pas eu lieu parce que la partie M23 n'a pas fait le déplacement de l'Angola. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore espérer en la tenue de ces assises tenant compte de la situation sur le terrain? Bien sûr, nous comptons toujours sur de pourparlers, sur le dialogue. Comme je l'ai dit tantôt, la guerre finit toujours par le dialogue. Ce n'est pas seulement le pourparler ou le dialogue de Luanda. Aujourd'hui, nous avons encore le pourparler de Doha, nous avons le pourparler de Nairobi, autant de pourparlers. Si c'est juste pour que nous puissions obtenir la paix, je ne pense pas que c'est un problème. Voilà. Madame Gisèle, je m'en vais vous poser la question de savoir aujourd'hui, que pensez-vous de ceux-là qui estiment qu'il faut que tous les Congolais se mettent autour d'une même table pour parler des vrais problèmes qui sont en train de déstabiliser la République démocratique du Congo et peut-être aboutir à une cohésion, parce que plusieurs disent qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus d'unité, il y a trop de fractures. Est-ce que vous soutenez l'idée de l'organisation de la tenue d'un dialogue à l'interne pour résoudre la crise congolaise? Si c'est les dialogues intercongolais, donc après Sun City, dialogue intercongolais, aujourd'hui, s'il faut que nous ayons encore un deuxième dialogue intercongolais pour recouvrer l'unité nationale, je ne pense pas que c'est un problème. Comme vous le dites, aujourd'hui, nous avons... Parce que l'opposition est en train vraiment de s'accrocher à ce dialogue proposé par la CENCO et le CC. Il y a l'opposition civile, il y a autant de groupes armés, et il y a cette situation politique qui nous lie avec le Rwanda directement, et aussi peut-être avec d'autres pays frontaliers de la République démocratique du Congo. Autant de problèmes que nous devons encore être autour d'une table, d'abord entre Congolais, et aussi avec le pays frontalier, et spécifiquement avec le Rwanda. Pourquoi? Parce que nous ne voulons plus tomber dans les conséquences d'un effet de boomerang. Nous voulons recouvrer cette fois-ci une paix durable. Cette guerre, ça ne date pas de 2021. Je pense que vous et moi savions que cette guerre date depuis 2001. Donc, 30 ans durant, prenez votre âge, prenez mon âge. Donc, nous avons grandi dans la guerre. 2001, c'est d'ailleurs tard. La déstabilisation a commencé à l'est du pays. Non, à 96. 96. Oui, 96. Donc, plus de 30 ans, nos enfants sont nés dans une situation d'humiliation de notre pays. Et s'il faut que les Congolais se retrouvent autour d'une table pour essayer de trouver la paix, se retrouvent encore autour d'une table avec tout le pays frontalier, je pense que ça vaut la peine. Quelles sont les concessions que la RDC ne doit pas faire? Parce que plusieurs parlent de lignes rouges à ne pas franchir. Si jamais la RDC, le gouvernement congolais, se retrouvait autour d'une même table avec ceux qui ont pris les armes aujourd'hui, quelles sont les concessions que la RDC ne peut jamais accepter de faire? C'est que nous devons d'abord retenir et que nous sommes agressés. C'est nous qui sommes les victimes. C'est la RDC qui est victime. Sur la table de nos adversaires, nous ne savons pas spécifiquement ce qu'ils réclament.
Parce que même au sein de M23, il y a le M23, il y a l'AFC, il y a le régime sanguinaire du Rwanda. Donc, nous ne savons pas vraiment, réellement, ce qu'ils ont comme carquois dans leur gibecière, mais la ligne rouge qu'on ne doit pas franchir est qu'on ne doit pas céder un seul périmètre de notre terre. On ne doit pas céder un seul périmètre de la terre de nos aïeux, parce que c'est notre droit fondamental. Et pour ce qui est du mixage, de l'intégration dans l'armée des forces issues de toutes les rébellions? Je ne sais pas, c'est comme si, c'est que je venais à peine de le dire, nous ne savons pas ce qu'ils réclament réellement. Parce qu'on sait que généralement dans ce genre de cas, tout ce qu'il y a eu comme rébellion avant, quand il y a eu négociation, il y a eu intégration de leurs troupes au sein des FARDC, et tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire que c'est entre autres ces mixages, ces brassages qui nous ont apporté tous ces problèmes que nous avons, que nous connaissons. Est-ce que vous estimez que ceux qui aujourd'hui disent allez négocier, mais il y a des choses à ne pas accepter, pas de brassage, pas de mixage, on ne cède pas nos terres, ces personnes-là ont raison? Ils ont une raison. Ils ont raison. Ils ont raison. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils demandent le brassage de troupes. Aujourd'hui, nous savons que les supplétifs rwandais plutôt, est-ce possible que nous puissions accepter ces brassages, d'amener les supplétifs d'un autre pays vers un autre pays? C'est pour nous fragiliser, même pendant, je ne sais pas, autant d'années, notre armée sera fragilisée. Aujourd'hui, nous parlons de trahison au sein de notre armée. Qui trahissent notre armée? Ce sont les conséquences de brassage. C'est la conséquence de troupes extérieures, issues des rébellions qui ont rejoint l'armée congolaise. Aujourd'hui, si nous sommes fragiles, c'est parce qu'il y a eu ces mixages, ces brassages. Je ne pense pas que nous allons encore répéter les erreurs des années antérieures. S'ils veulent, s'ils réclament, s'ils sont une piqûre pour faire naître les conclusions de 2013, je ne pense pas qu'ils auront gain de cause. Et vous voyez tous ces jeunes très, très mobilisés qui rejoignent les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est juste le patriotisme. Parce que tout Congolais qui a cet instinct patriotique ne peut pas résigner, s'il a l'occasion, de prendre aussi une arme et d'aller au front. Même les femmes, si les femmes le font, et pourquoi pas les hommes? Voilà. Vous encouragez la jeune fille à aller rejoindre les rangs de l'armée? Ce n'est pas une première, je pense. Il y a beaucoup de filles, d'ailleurs, qui sont dans l'armée, et je salue en passant leur bravoure. Elles sont là, elles combattent aux côtés des hommes. Et qui dirait que nous n'aurons pas aussi de paix si la femme ne prend pas aussi les devants. Je pense avec la résolution 1325 du Conseil des Nations Unies qui parle de la femme, de la participation de la femme dans le processus de paix et de la protection de la femme. Et aussi, la femme intervient dans le processus de paix avant, pendant et après la guerre. Puisque vous parlez de la femme, quelle est sa situation aujourd'hui? Quels sont les échos que vous avez des zones sous occupation? Au début de l'émission, vous avez adressé un message à ces personnes dans ces zones. Aujourd'hui, quelle est la situation de la femme dans cette partie du pays où votre parti est vraiment représenté? Oui,
Nous savons que lorsqu'il y a la guerre, la première cible, ce sont les femmes et les enfants. Et aujourd'hui, le mouvement rebelle est en train de violer plusieurs droits humanitaires. Les camps de déplacés, aujourd'hui, comme nous le savons, ils les ont démantelés. Il n'y a plus vraiment un camp officiel où il y a des déplacés des guerres. Le couloir humanitaire, toujours le pas couloir opérationnel. humanitaire, quelque peu opérationnel par Nairobi et Kigali. Et je pense qu'aux dernières nouvelles, ces couloirs humanitaires n'offrent que de l'eau avec un peu de médicaments. Mais ce qui est sûr, la situation sanitaire est chaotique. Et quand on parle de la situation sanitaire qui est chaotique, d'autant plus qu'il y a la femme, il y a les enfants. Donc, avec toutes ces violences sexuelles et la situation de la femme à l'est de notre pays reste à déplorer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cette femme? Il y a d'un côté cette femme qui est devant le micro, que vous êtes, que je suis, qui plaide pour la situation de la femme à l'est de notre pays. Il y a aussi la situation de cette femme qui vit au quotidien les exactions sexuelles, qui vit au quotidien de viol, qui vit au quotidien le manque d'abri, le manque, elle perd ses enfants chaque jour. Il y a aussi beaucoup d'enfants non accompagnés. Non accompagnés. Ces enfants viennent d'une femme. Et je pense que nous devons juste lever notre voix. Notre voix compte double. Nous devons lever notre voix parce que la femme doit être au centre de ses ambitions, mais une femme qui est dans une zone de guerre, une femme, imagine, je pense que vous êtes maman, imagine la situation d'une femme qui est enceinte en ces moments, sous le coup de balle. Comment est-ce qu'elle va accoucher? Cette femme qui allait et du coup il y a des coups de balle, comment est-ce qu'elle va allaiter cet enfant? Cette femme qui est mère de famille, comment est-ce qu'elle prend en charge ses enfants, celle qui était au champ, celle qui récoltait tout ce qu'elle pouvait cultiver. Aujourd'hui, elle n'a plus de champ. Aujourd'hui, elle n'a pas d'abri. Aujourd'hui, elle n'a même pas de l'eau à boire. Aujourd'hui, tout ça, ça nous fait raisonner doublement. Est-ce que vous pensez que les femmes s'impliquent suffisamment pour la recherche de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, les femmes du reste de la République? Est-ce que vous sentez qu'elles s'impliquent suffisamment? Ces femmes s'impliquent parce que de la même manière, nous avons levé notre voix aujourd'hui. Nous ne savons pas combien d'auditeurs nous écoutent. Nous nous impliquons, mais ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas encore suffisant parce que du moment où, pour la journée de la femme, on nous donne un pagne, il y a d'autres qui n'ont plus de pagne, qui n'ont pas de pagne, qui ne savent pas se vêtir, qui ne savent pas où dormir. Je pense que... C'est ce que beaucoup de présidents des partis politiques ont fait. Hein? 8 mars, ils ont distribué des pagnes aux mamans des partis. Hein? Bon, c'est tout ce qu'ils peuvent faire pour le moment. Ah bon. Mais ça veut dire qu'on réduit ce mois la distribution des pagnes, quoi. Non, c'est rabaissant. C'est ce que je suis en train de dire. C'est vraiment rabaissant que la journée de 8 mars soit juste limitée à... Mais qu'est-ce que vous dites aux présidents de vos partis, finalement? Vous êtes Ligue de femmes. Qu'est-ce que vous dites aux présidents de vos partis qui, à l'occasion, chaque 8 mars, achètent des pagnes et quelles pagnes pour aller donner à ces femmes? Non, en fait, au travers de notre parti, parce que c'est un parti qui est vraiment touché, parce que notre autorité morale, il est l'élu, le premier élu de Goma. Et ce que nous avons fait à la VRP, la femme de la VRP a juste haussé le ton pour dire que ça suffit.
nous ne voulons pas encore une paix qui n'est pas durable. Cette fois-ci, nous voulons une paix durable. Nous voulons que cette femme qui est violée, que le droit de cette femme soit restauré. Et dernièrement, il y a eu le président de la CPI qui a même... le procureur de la CPI qui était ici à Kinshasa. C'était juste pour voir quels sont les abus. Aujourd'hui, il y a même de malades qui ont été enlevés des hôpitaux. Il y a beaucoup de bévues qui se commettent au niveau dans la zone de guerre. Il y a ces camps de réfugiés qui a été déplacé, qui a été, je ne sais pas, démantelé d'ailleurs. Il y a beaucoup de bévues et chacun doit se répondre de ses actes. Chacun doit répondre. C'est que la femme congolaise doit hausser les tons pour dire que le Rwanda doit répondre de ses actes. Seulement le Rwanda? Aujourd'hui, c'est le Rwanda qui est taxé parce que dans les années antérieures... Mais il y a des Congolais aussi. Oui, il y a des Congolais. Il y a des Congolais, il y a des groupes armés, comme je l'ai dit tantôt. Chacun doit répondre de ses actes, principalement le Rwanda. Ça veut dire s'il y a négociation, on ne doit pas amnistier ces personnes accusées d'être à la base... de tous ces morts, de tous ces enlèvements, de toutes ces violations de droits humains à l'est du pays. Est-ce qu'on va amnistier cette femme qui a été violemment violée? Si on va l'indemniser? Et c'est tout. Vous pensez... Est-ce qu'on va l'indemniser, c'est ça? Est-ce que même on va l'indemniser? Nous avons le Génocoste à Kisangani. Est-ce que toutes ces personnes ont déjà été indemnisées? Je ne pense pas. Le droit de la femme ne se réduit pas à une indemnisation. Une femme violée, c'est une femme en perte de sa personnalité. C'est une vie brisée. Une vie brisée. Des rêves brisés. Est-ce qu'on en tient compte? Moi, je pense qu'on doit vraiment que chacun réponde de ses actes et qu'il puisse purger de la peine. Voilà. Pour vous, l'AVRP, tous ceux-là qui sont à la base de ces milliers de morts à Goma, de ces morts à Bukavu, de ces morts à Massissi, de ces morts dans le Rutshuru, de ces morts dans toutes ces zones occupées, leur place, c'est en prison? Chacun doit répondre de ses actes. C'est la prison, c'est de peines qu'ils doivent subir. Mais s'ils vont dans des négociations déjà avec cette idée-là, en sachant que nous y allons, quoi que nous fassions, on finira par nous arrêter, est-ce que ça ne diminue pas déjà les chances de réussite de ces négociations? Même s'il y a négociation, il y a la CPI. Il y a des lignes rouges qu'on ne doit pas franchir. Par exemple, les violences faites à la femme, même s'il y a des négociations, mais il y a des gens qui doivent répondre de ces actes, de leurs actes plutôt. Ça ne veut pas dire que même s'il y a négociation, on doit marcher sur tous les morts. On doit marcher sur le sang de Congolais. On doit marcher sur toutes ces femmes qui sont violées. On doit marcher sur tous les enfants qui ne savent même pas retrouver leurs parents aujourd'hui. Il y a des écoles qui ne savent même plus fonctionner aussi. Voilà, tout ça. Le droit à l'éducation est bafoué. Tout ça, ce sont de violences de droits humains. Ce sont de violences de droits humains et que tous ces groupes de rebelles qui sèment terreur et désolation aujourd'hui, ils doivent répondre de leurs actes. Voilà. Le message de la femme de l'AVRP, c'est que la guerre prenne fin. Qu'est-ce que vous avez eu à prévoir aussi pour ce mois de mars en dehors de ce message? Je comprends déjà que vous n'avez pas fait don d'épargne aux femmes. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train
de prévoir pour ce mois de mars finissant? J'ai dit tantôt que la femme ne doit pas être exclue dans le processus de paix. La femme de la VRP n'est pas exclue dans le processus de paix. Est-ce qu'il y en avait déjà dans la délégation congolaise qui est à Luanda? Non, il n'y en avait pas, malheureusement. Mais comme je l'ai dit, notre voix compte. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour défendre cette femme qui est à l'Est, qui ne sait pas lever sa voix. C'est pour ça que je suis là devant votre micro, pour parler de cette femme, pour que la communauté internationale, le gouvernement puissent prendre compte de la situation chaotique de la femme congolaise qui est à l'Est de notre pays. Et par rapport à la VRP, comme vous l'avez dit, nous avons prévu une matinée politique. C'est pour voir l'après-guerre, parce que nous ne devons pas toujours penser à la période de guerre, mais penser aussi à l'après-guerre. Quelle sera la situation de la femme congolaise après ces guerres? Parce qu'elle sera dépourvue de tout, dépourvue de sa case, dépourvue de sa personnalité, elle sera dépourvue même de sa famille. Il y a d'autres qui perdent même les membres de leur famille. Et nous sommes en train de réfléchir l'après-guerre. Quelle sera la situation de la femme à l'est de notre pays? Vous pensez à quoi exactement? Réinsérer, autonomiser, former? Vous comptez faire quoi exactement pour ces femmes après-guerre? L'après-guerre, d'abord, c'est de prendre en charge de programmes au niveau de psychologique, de programmes. Une prise en charge psychologique. Une prise en charge psychologique de ces femmes parce qu'elles sont frustrées. Et d'abord cette prise en charge et après de programmes de réinsertion. Et nous allons appuyer et accompagner tout le programme du gouvernement pour la réinsertion de ces femmes. Et celles qui se retrouvent enceintes, ne connaissant même pas l'auteur de la grossesse, qu'est-ce que vous comptez faire pour ces femmes? La prise en charge psychologique reste une donne. Vous avez déjà identifié les psychologues? Il y en a suffisamment en RDC, au Nord Kivu, ou vous allez les importer d'autres provinces? Voilà, nous allons voir la situation sur place. Vous êtes aussi psychologue. Juste le dialogue, parler, parce qu'elles sont nombreuses. Oui, nous pouvons tous jouer aux psychologues, mais oui, il y en a qui sont vraiment formés. Exactement. Vous qui avez pensé à cette prise en charge psychologique, est-ce que vous avez déjà eu à identifier des psychologues qui sont réellement formés, qui peuvent vous accompagner dans cette opération? Bon, l'identification pour le moment, c'est c'est tôt pour identifier ces psychologues. Nous allons faire un appel à des psychologues afin que nous puissions constituer une commission et assister toutes ces femmes qui sont victimes de la guerre. Pour vous, après-guerre, les femmes auront besoin de quoi exactement? En dehors de cette prise en charge psychologique, elles auront besoin de quoi? La réinsertion. C'est tout à fait normal. Elles doivent être réintégrées dans leur milieu naturel. Et celles qui ont été violées et pour lesquelles le mariage est complètement fini, le mari ne veut plus, on la considère comme un être souillé. Qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces femmes-là? Évidemment, elles seront stigmatisées et nous avons prévu peut-être la construction d'un centre de réinsertion, peut-être de rééducation, un centre où nous allons encore former ces femmes au travail, tout simplement. Après qu'elles soient fortes, qu'elles soient remises de leurs blessures, c'est leur former par rapport au travail. Et qu'est-ce que vous avez fait aussi pour célébrer la femme durant ce mois? Qu'est-ce que vous avez prévu? Vous avez eu à participer à quel genre d'activités? Vous avez prévu ou organisé déjà quelles activités qui sont déjà passées? Ou quelles sont les activités à venir
Pendant ces mois de mars, il y a eu l'appel de la Première ministre et nous avons participé au culte écuménique. Parce que le culte écuménique, lorsque la femme n'a plus de mots, elle n'a qu'à prier. Et nous savons qu'au travers de ces cultes écuméniques, nous avons prié et Dieu nous a exaucés parce que nous sommes un pays chrétien. Nous croyons à la force divine. Toutes ces femmes se sont retrouvées de tendances confondues. Nous avons prié et voilà. Vous avez prié et voilà. Il faut se limiter à la prière ou vous avez aussi d'autres actions en tête comme ça que vous comptez mener pour le retour de la paix? Il ne reste qu'à parler, il ne reste qu'à participer dans de colloques, dans de forums pour hausser la voix. On est fort quand on est ensemble. Les femmes sont fortes quand elles sont ensemble. Il n'y a que le pessimiste qui peut voir la difficulté dans cette opportunité lorsque les femmes seront ensemble. Mais moi, en tant qu'optimiste, j'essaie dénicher cette opportunité dans la difficulté que nous traversons. Nous devons braver cette difficulté. Comme on dit, la réussite, elle n'est pas finale. L'échec n'est pas fatal. C'est juste la force de continuer qui est important pour nous. La femme congolaise, la femme qui est à l'est de notre pays, c'est une femme qui est forte. C'est une femme qui ne dira pas aujourd'hui qu'elle subit les conséquences de la guerre. Je l'ai dit tantôt, il y a plus de 30 ans que nous vivons de cette guerre. Donc, pour dire qu'il y a 30 ans, ces femmes ont été formées pour être fortes. Plus fortes, plus ensemble, nous allons braver cette difficulté. Donc, nous allons continuer à nous réunir, à hausser les tons, afin que notre diplomatie demeure agissante. Vous êtes parti membre de l'Union sacrée. Il y a plusieurs partis au sein de l'Union sacrée, avec certainement des ligues des femmes. Est-ce qu'au sein de l'Union sacrée, les femmes, vous vous êtes rencontrées, vous avez réfléchi sur des actions communes à mener en faveur de cette femme victime de la guerre à l'est du pays, en faveur de toutes ces personnes? Parce qu'on parle beaucoup des femmes et des enfants, parce que ce sont les personnes vulnérables qu'on met en avant, mais on sait qu'il y a des hommes qui subissent également des conséquences de cette guerre. Qu'est-ce que les femmes de l'Union sacrée ont déjà eu à faire jusque-là? Ce n'est pas aujourd'hui que les femmes de l'Union sacrée vont se concerter. Il y en a eu autant de concertations par rapport à l'Est. Ce n'est pas une guerre qu'on a subie aujourd'hui ou demain ou il y a une année. Non, il y a eu toujours des concertations. De maintenant, là, depuis que ces guerres ont depuis que le Congo est occupé dans sa partie est par le Rwanda, est-ce que les femmes de l'Union sacrée se sont déjà mises ensemble pour réfléchir, ou cette initiative-là est déjà... on a déjà évoqué cela, se mettre ensemble, réfléchir, ou chacun reste dans son coin? Officiellement, non. Officiellement, non. Mais il y a de concertations parsemées, ça et là. Et vous laissez les hommes tout faire et vous serez les premières à vous plaindre pour dire que les femmes ne sont pas impliquées. Je ne comprends pas pourquoi, femmes de l'Union sacrée, avec vos partis politiques, personne ne prend l'initiative d'appeler toutes ces femmes, se réunir et lever des options, faire peut-être des mémos, organiser des activités en faveur de ces femmes à l'est du pays. Aujourd'hui, nous avons une situation qui ne concerne pas seulement la femme de l'Union sacrée ou la femme de l'opposition ou la femme qui a une couleur religieuse. Cette affaire nous concerne tous. C'est une situation qui concerne et la femme, comme vous l'avez dit, et les hommes.
J'ai vu les femmes chefs d'entreprise faire leur petite collecte et aller remettre. J'ai vu les femmes d'entreprise aussi le faire. Il y a des femmes au niveau des églises qui le font. Mais pourquoi au sein de l'Union sacrée, on ne voit pas les femmes se mettre, tout le monde a péquité, maman Union sacrée, parti politique à Union sacrée, Ligue des femmes, maman Union sacrée, bango, sangani, sali action, moko ya makasi. Vous avez belé. Pouvoir les abinotes. Vous en avez député, vous en avez sénatrice, vous en avez ni point ni tout le monde a binoté. Maman Union sacrée, tout sentir binoté poinine. Vous avez dit quelles sont les actions par rapport il y a retour à paix, par rapport il y a soutien. Et si on peut le dire, pour être sincère, il n'y a pas eu encore une rencontre par rapport seulement aux femmes de l'Union sacrée, mais nous n'avons pas voulu cette fois-ci que ça porte une coloration. Raison pour laquelle toutes les femmes, toutes les femmes étaient rassemblées pour plaider, pour hausser les tons avec la première ministre et ça a eu gain de cause. Tenez aussi ça. Nacho po bosali nini pona ba maman oyo fondation na yo Kambaka. Par ma fondation, il y a eu officiellement un culte aussi, œcuménique, mais les femmes de ma fondation, les membres de ma fondation, ont fait une marche pour soutenir nos FARDC, soutenir le Ouazalendo, soutenir le président de la République, soutenir le gouvernement pour toutes les démarches pour le retour de la paix. Madame Gisèle Bombele, je rappelle que vous êtes présidente de la Ligue des femmes du parti AVRP, Action des volontaires pour la relève patriotique, parti de Moïndo Nzangi. Vous êtes également présidente de la Fondation Gisèle Bombele, initiatrice du Forum des femmes de la Chopo. Première édition, et c'est les cailles déjà. Deuxième édition, c'est pour quand? Je pense que ça sera pour bientôt. Nous sommes dans les préparatifs. Vous savez que nous le faisons par nos maigres moyens. C'est ainsi que j'invite toutes les personnes de bonne volonté de nous prêter main forte afin que cette initiative de réunir les femmes et parler un même langage au niveau de notre province, à la Chopo, soit encore du concret comme à la première édition. Liloba suka nakoki koloba eza unité nationale naza ko bwaka mbela ndenge balobaka na bandeko na biso nyonso ba oyo baza na ba territoire sous-occupé kolobela bango que nous sommes un et indivisibles. Toza moko, ce n'est pas à dire que lelo ndenge baza na ba territoire sous-occupé biso toza na bango elongo mokote. Toza nzoto moko soki liso eza na problème ou bien liboko eza na problème nzoto mobimba nde eza na pasi et que président Félix Félix Antoine Tshisekedi aza ko ménager, il ne ménage aucun effort pour le retour de la paix. Nous félicitons, nous encourageons pour le moment, nous encourageons toutes les personnes qui ne ménagent aucun effort afin que le retour de la paix soit rétabli. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Madame Gisèle Bombele, présidente de la Ligue des femmes de l'AVRP de Moïndo Nzangi. C'était un plaisir de vous avoir dans ce studio. Nous espérons vous revoir dans les tout prochains jours. Merci à Jacques Nzinga qui a mis en onde cette émission, Dani Zayobi qui a assuré la partie vidéo, Miguel Mena qui a tout coordonné, Isabelle Wengo qui nous a aidé dans la préparation. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de Top Congo FM. Le rendez-vous du débat au féminin, vous le connaissez déjà, c'est tous les samedis. Après le journal de 13h, la rediffusion, c'est tous les dimanches. Après le journal de 19h, pour toutes celles qui veulent participer, elles peuvent nous contacter au 09 97 90 93 à 22. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Retour de la paix. À l'est de la RDC, le front diplomatique est-il en train de donner les résultats escomptés? Que fait la femme de la VRP pour soutenir les victimes de l'agression rwandaise? Débat au féminin en parle ce samedi avec Madame Gisèle Bombélé, présidente de la Ligue des femmes à la VRP, Action des volontaires pour la relève patriotique. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.